Donc merci au Happy Few, au dernier résistant et résilient. On a insisté à juste titre que l'heure est très importante, il faut faire l'heure, et l'objet local à l'heure des réseaux, je voudrais la placer tout simplement, un peu de littérature ne fait pas de mal, la placer sous le signe de la modification. Donc y a-t-il une modification de l'objet local? A-t-on trouvé l'objet local? Le SNARC? A-t-on trouvé Godot? A-t-on trouvé un trou noir? Sommes-nous dans la disciplinarité? Nous sommes dans l'antidisciplinarité, et quand même, le bilan, la première conclusion de ce colloque, c'est que c'est un mérite, et c'est le mérite de Pierre Musso et de Franck Cormeret, dans la disciplinarité, l'antidisciplinarité, et c'est le rôle d'une maison des sciences de l'homme, commencé bien entendu aussi par Paris, de raisonner sur des objets, peut-être pas, des champs, des thémata, des thèmes transversaux où on ne pose pas la question de la discipline. En tout cas, Lucien Sfez a détruit d'emblée, a explosé donc l'objet local qui n'existe pas en tant qu'objet. Cet objet a-t-il encore cependant du sens? Saussure avec le signifiant et le signifié, ce n'est pas parce qu'on change de signifiant qu'on trouve constamment des objets, qu'on a enfin trouvé un signifié, et peut-être que dans 20 ans, avec la profondeur historique des cycles, et Schumpeter n'est quand même pas heureusement définitivement mort, parce qu'il avait l'avantage d'avoir une triple vie de théoricien de l'économie, d'historien et engagé pleinement dans les affaires économiques et politiques. Donc pour l'historien de l'économie, tout simplement que je suis, sa pensée globale reste encore heuristique, parce que justement, il ne pense pas la discipline. Mais j'avais annoncé, mais improvisant totalement pour faire semblant de tenir le temps dans le duo avec l'ami Alain, l'ouvrage de Michel Butor, La modification, 1957, nouveau roman, tout est toujours nouveau. Bien entendu, au moins, enfin, on ne va pas revenir sur cette question-là, Traité de Rome, Michel Butor, nouveau roman, 1957, 1958, Le génie du lieu. Michel Butor, La modification, un anti-héros dans un compartiment de 3e classe entre Paris et Rome, qui est constamment dans une distance, dans un espace, et avec en même temps, je voudrais lire un extrait donc de la conclusion, cet anti-héros qui essaie de retrouver donc la femme à Rome, et on a une analyse dans ce réalisme mythologique, la postfaste de Michel Léris, on a un monde saturé de réseaux, saturé donc de communication, et je reviens quand même sur la trilogie, sommes-nous dans la 3e révolution industrielle? Pour faire plaisir à Jérémy Rifkin, on peut peut-être penser que c'est déjà la 4e révolution industrielle, mais ça, c'est autre chose. Le chemin de fer est quand même ici tout à fait décisif. C'est le chemin de fer qui invente l'heure. Je rappelle que l'heure, Alain Corbin, Les cloches de la Terre, l'heure de Paris, le calcul de l'heure par rapport à la minute, il y a encore 1 siècle et demi, l'heure de Bordeaux était différente de celle d'Agen et de Toulouse. Donc la question de la mesure, de la métronomie et de l'horloge date précisément de l'exploitation du système et du chemin de fer. Donc dans ce compartiment de chemin de fer, on a bien cette représentation d'un objet à l'heure des réseaux, et c'est dans la page 280, ne vaudrait-il pas mieux conserver entre ces deux villes, les métropoles, leur distance, toutes ces gares, donc les éléments de passage, tous ces paysages, donc l'air et l'épaisseur qui les séparent, mais en plus des communications, il y en a pour tout le monde, normales, par lesquelles chacun pourrait se rendre de l'une à l'autre quand il voudrait, il y aurait un certain nombre de points de contact, de passage. Chez Michel Butor, la question du passage est tout à fait déterminante, des passages instantanés qui s'ouvriraient à certains moments déterminés par des lois que l'on ne parviendrait à connaître que peu à peu. Et l'année suivante, 1958, il écrit un essai qui s'appelle « Où le génie du lieu », qui reprend au fond déjà cette question. On a évoqué la cristallisation de Stendhal, on a évoqué cette question des promenades et cette question du lieu et du territoire et de la construction par la mémoire par rapport à la mémoire révolutionnaire. C'est bien entendu tout à fait déterminant et non novateur. Mais pour répondre précisément, quelles sont les conclusions de façon transversale, la proposition que j'essaierai de faire de façon synthétique, avec juste 3 éléments, mais c'est une proposition en 3 éléments. L'objet local n'a de sens
Premier élément, que s'il fait système, on a parlé beaucoup de réseaux, on a peu parlé de système, de pensée systémique complexe, mais d'abord de système spatial. Un système spatial avec une aire, et une aire avec des distributions d'équipements, d'infrastructures et de services. Donc il faut qu'il y ait un effort de cohérence et de cohésion avec une efficacité économique d'un système où effectivement les réseaux matériels et immatériels des trois révolutions industrielles jouent un rôle non négligeable. Second élément, un système autonome n'est pas un objet froid, n'est pas un objet en tant que tel, n'est pas un acteur actant, etc., avec toutes ces métaphores. Il n'existe, il n'a de sens que s'il est connecté. Que s'il est connecté, l'histoire connectée, mon cœur de domaine étant l'histoire de l'interconnexion, donc les formes de connexion. Et on a eu dans ce colloque, avec des exemples localisés de territoires en Pays Basque, transfrontaliers, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, en Italie, donc la question décisive, c'est bien la connectivité, ce sont bien ces formes de connexion, en soulignant que radicalement, je suis parfaitement d'accord avec Pierre Musso, qui heureusement, parce que je suis le seul modeste historien de ce colloque, il n'y a presque plus d'étudiants donc d'histoire, Pierre Musso a répété à plusieurs reprises que History Matters, qu'il est quand même intéressant d'avoir une profondeur de ces trajectoires de l'innovation. Je rappelle simplement que pour cette connexion des objets locaux, la connexion, elle n'apparaît même pas avec la première révolution industrielle. Pensons que l'on peut être dans la bispatialité, que l'on peut être au monde, dans plusieurs mondes et dans la distance, avec au moins la cartographie, l'invention de la cartographie, des cartulents, la navigation, les lettres de change, et le rôle décisif dans la circulation des lumières, dans les sources, l'historien travaillant dans les sources de tout ce qui est épistolaire, de tout ce qui est la correspondance, et la disparition de la correspondance, la non-conservation des mails et des SMS est une catastrophe absolue pour les historiens qui vont perdre leur métier. J'ai annoncé, il faut qu'il y ait une troisième condition. Avoir le système et la connexion ne suffit pas. Il faut bien entendu, et on l'a constamment souligné, qu'il y ait une communauté. Cette communauté, c'est un milieu. Cette communauté, c'est un réseau social. Ce sont des solidarités. L'historien, par exemple, Maurice Agulon, a travaillé sur la sociabilité. On a bien vu le rôle des sociabilités. Et dans le domaine de l'innovation technique, science, le rôle pour la France des ingénieurs des grandes écoles, mais le monde à l'échelle internationale de ces connexions de communautés d'ingénieurs, c'est donc tout à fait décisif. Mais sociabilité qui sont des appropriations. On retrouve dans les 3-4 minutes qui me restent, on a parlé de l'accélération. L'accélération est quand même toute relative. L'ouvrage de Christophe Studeni, L'invention de la vitesse, réinscrit dans la longue durée, certes, nous sommes dans le temps Paul Virilio, donc le grand accélérateur, Rosa, dans le monde certes de l'ubiquité, mais l'ubiquité c'est plutôt la bispatialité, la trispatialité, c'est plutôt l'apprentissage de cette complexité. Et attention quand même avec deux remarques, lorsque l'on doit transférer l'objet local, l'espace en territoire, on est tous d'accord que le terme qui conviendrait le mieux est celui de territoire. Pour l'historien, il ne fait pas problème. Pour l'historien, le territoire est la construction sociale d'un espace social en mettant dans le social énormément d'éléments, mais attention quand même, cette approche est au moins très ancienne, avant même les lieux de mémoire, le constructivisme des années 1960, et je rappelle cette provocation de l'essai de Jana King de 2008, la construction sociale de quoi? Une fois que l'on a déterminé la construction sociale, ce n'est pas le plus important. Donc le plus important, c'est l'interaction de ces différents facteurs, de ces discriminations. Quel est le petit événement? Quelles sont les bifurcations? Et les bifurcations, la sociologie de l'innovation, Calon Latour certes, mais Michel Grossetti a écrit il y a 2 ou 3 ans un essai sur les bifurcations, donc dans le changement social. Donc l'étude de ces bifurcations, c'est tout à fait important. Et véritablement, pour conclure, je voudrais quand même souligner région, industrie, innovation, et on l'a vu d'emblée, j'étais très content, coïncidence, que 2 ou 3 des intervenants cet après-midi évoquent le tourisme.
Le tourisme, a priori et d'emblée, a été conçu comme une industrie, est étudié dans les sources comme une industrie. Et je rappelle que chez les Saint-Simoniens, et par exemple pour les frères Pereire dans la région qui nous habite, et dans l'étude des affiches ferroviaires, dans l'imaginaire et dans la construction véritablement de l'innovation, le tourisme est un acteur à part entière. Je rappelle que dès la première révolution industrielle, la distinction industrialisme-industrie n'est pas pertinente, que déjà aux États-Unis, dès les années 1870-1880, le rôle des services est tout à fait déterminant, y compris dans la première révolution industrielle, et que dans cette stratégie de localisation, où il ne faut pas oublier tous les conflits, collusion, corruption. On a évoqué donc les États-Unis. Je rappelle que les stratégies de localisation des firmes et des sièges sociaux pendant très longtemps étaient dictées pour les trusts dans quel État on choisissait l'État le plus corrompu, dont la législation de l'État était effectivement la plus favorable à la localisation de certaines activités de services. Donc la trilogie, c'est notre modèle suisse. Étudier l'objet local, c'est constamment revenir à la Suisse, dans toutes ses articulations. Le congrès de la houille blanche en 1925, avec de magnifiques affiches, donc montrait les trois mamelles du développement suisse qui étaient le chemin de fer à crémaillère, etc., l'électricité, sans électricité, point de salut, et le tourisme. Donc on retrouve, et en faisant un petit appel ici girondinisme et aquitain, que dans des stratégies de développement du Grand Sud-Ouest, le tourisme dans l'imaginaire, dans la construction de cet objet local et de ses aires, réfléchir en termes d'aires touristiques qui sont à la fois attraction et destination, avec ces systèmes de déplacement et de mobilité, ça me semble tout à fait important. En ayant dit ça, c'est simplement pour insister que ces réflexions antidisciplinaires nous ont permis quand même de construire, déconstruire des territoires et quand même de montrer que l'innovation est une question heureusement totalement transversale. Je ne doute pas que Alain Déribarne ait... Est-ce qu'il y a toujours... C'est toujours intéressant de voir comment le même cahier des charges est repris par les uns et les autres de façon totalement différente. Et on ne s'est pas consulté. Peut-être un point commun, c'est que, étant un économiste, je suis socio-économiste, passant par la régulation, m'intéressant aux travaux de François Caron, qui est donc un historien de la technologie, passant à Maurice Godelier, qui est un anthropologue, parce que c'est lui qui a parlé du rapport entre l'idéal et le matériel, pour finir chez Fernand Braudel, qui est un historien des faits économiques, et ce qui, d'une certaine manière, me rapproche de Christophe. Alors, à partir de là, moi, j'ai une double lecture de tout ce qui a été dit au cours de ces journées, à partir de mes outils, qui est une lecture à la fois paradigmatique et sociétale. Paradigmatique parce que ça renvoie à des sortes de transformations universaux, et sociétale parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on est en France, on est en France. Quand on est en Allemagne, on est en Allemagne. Quand on est au Japon, on est au Japon, et ainsi de suite. Et c'est pas demain la veille que les universaux vont détruire les logiques de construction, de singularité. Alors, sur les aspects paradigmatiques, il me semble qu'il y a au moins 6 dimensions d'évolution qui nous ont intéressés, dont le point de départ, en tout cas le plus important, c'est le rapport de l'espace et du temps. Et là, je suis personnellement frappé par deux choses. Du point de vue du rapport d'espace et du temps, il varie énormément selon la focale qu'on utilise. Et on reviendra sur l'aspect de la focale. Et d'autre part, on a une hypertrophie de l'espace et un atrophie ou un écrasement du temps, en particulier du temps long. Et on a parlé effectivement du temps court, du temps de la vitesse, du temps de la rétroaction et ainsi de suite comme ça. Mais on oublie l'importance, et on va y revenir, dans les constructions de ce qu'est justement l'épaisseur du temps.
De ce point de vue-là, on voit que, entre autres, ça joue un rôle déterminant dans ce qui me semble un élément central, qui est celui des identités. Les identités se construisent sur des trajectoires qui sont des trajectoires singulières, qui concernent aussi bien les individus que les territoires de tous les niveaux, avec leur singularité d'un côté et des logiques à la fois d'accumulation et de mobilité. Et donc, si on veut que l'identité perdure, il faut qu'à la fois elle soit capable d'accumuler et en même temps d'évoluer et de changer. Deuxième élément du paradigme qui est vu, revu et redit, c'est celui de la coopération, mutualisation à différents niveaux, à travers bien entendu la conduite de projet, mais la conduite de projet au sens élargi qu'on a évoqué, avec ces projets étant des lieux de médiation, des lieux de traduction, des lieux d'appropriation et des lieux de conquête d'espace. Et là, on voit bien qu'ils peuvent être menés avec des niveaux d'ambition qui peuvent être plus ou moins grandes. Celui de, bien sûr, l'alliance objective selon la définition de Machiavel. Hein, on est d'accord pour rien, mais on s'associe en vue d'eux. Celui de la communauté d'intérêt, qui est un élément intermédiaire. Et puis celui du bien commun, si on veut bien faire référence à l'Église, à saint Thomas d'Aquin et ainsi de suite. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes registres, mais en fait, on a les mêmes outils. Troisième niveau, c'est troisième élément du paradigme, c'est bien entendu celui de la régulation, avec l'emboîtement des niveaux, avec, du point de vue instrumental, de la pyramide au réseau, qui revient à supprimer les logiques de hiérarchie, et du point de vue conceptuel, le passage des régulations de type mécanique à des passages de type organique, en s'appuyant sur des modèles du vivant et de la biologie, pour lesquels la notion de hiérarchie est une notion qui disparaît. Quatrième élément du paradigme, c'est celui de la performance, celui de l'efficacité, avec une originalité qui est l'efficacité et la performance bâtie sur le bien-être, voire sur le bien-être social, voire sur le bonheur. Et ceci, on le trouve aussi bien au niveau du fonctionnement de l'individu dans son bureau au travail, qu'on le trouve dans les ambitions des territoires, par exemple des villes, qui disent, eh bien, je vais faire mon attractivité sur la base du fait que je vais offrir aux individus une sorte de logique harmonieuse, une sorte de logique appuyée sur la qualité de la vie. Et ceci va être d'autant plus important que les jeunes qui nous arrivent sont intéressés par ce que l'on appelle la work-life harmony, c'est-à-dire par une globalisation de ce qu'est la disparition des frontières entre les temps et les espaces autour de justement du travail. Et là, je suis entièrement en désaccord avec ce qui a été dit sur le caractère marginal du travail. Le travail reste central dans les constructions de nos sociétés, y compris celles qu'on prétend être des sociétés de loisirs. Il joue un rôle essentiel dans la qualité de vie. Cinquième élément, bien entendu, c'est celui de l'innovation, qui est autre chose que la créativité, puisque l'innovation, c'est de la créativité tournée vers l'efficacité productive. Et là encore, on voit plusieurs choses. D'une part, c'est qu'on est sur des innovations double step, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des innovations de la technologie, on est sur des innovations de services qui incorporent la technologie et qui font les relations avec, bien entendu, les individus, avec les éléments de la société. Et donc, on retrouve cette notion de poussée sociale, du social pool, avec l'ambition que l'on voit quelque part de faire le citoyen co-créateur de ces fameux services, co-inventeur de ce qui serait l'espace dans lequel il naviguerait. Et puis, dernier élément du paradigme en question, j'insiste pas, c'est celui de l'ubiquité. On est ici et ailleurs, j'ai envie de dire, et on n'est nulle part. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on habite, on ne sait pas comment on habite. Ce qui renvoie justement à la logique de l'idéal, c'est-à-dire de la capacité des acteurs à se fabriquer des représentations du monde
dans un monde dans lequel tout ce qui sont les repères traditionnels, historiquement construits, sont en train ou d'exploser ou d'avoir besoin d'être réappropriés, réinventés, refabriqués. Et on peut penser que finalement, ce qui est l'essentiel de l'innovation, c'est bien cette capacité à inventer le monde. Je rappelle, c'est le débat entre la cosmogonie et la techné. Qu'est-ce qui est important dans la grande transformation du monde? Les marxistes diront c'est la techné et pas la cosmogonie. Des gens comme relevant plutôt de l'humanisme disent c'est la techné, c'est la cosmogonie qui l'emporte sur la techné. Et on le voit bien à travers l'histoire longue. Il y a toute une série d'outils qui n'ont pas été utilisés ou utilisés dans un sens en fonction des représentations du monde tel qu'il existait. Donc c'est la transformation paradigmatique. Et puis on a le sociétal. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est quand même le sociétal français. Alors, j'ai envie de vous proposer, pour l'aborder, quelque chose qui serait du genre de Paris et le désert français au Paris et le millefeuille français. Paris et le désert français, hein, c'est Gravier, donc bien connu, l'aménagement du territoire. Paris et le millefeuille français, moi je reste absolument fasciné par la construction institutionnelle française. Je me suis intéressé aux systèmes nationaux d'innovation, aux systèmes régionaux d'innovation. J'ai étudié des technopoles, en particulier la technopole de Sophia Antipolis. J'ai travaillé sur les SPL, j'ai travaillé sur les clusters, enfin, et tout ce que l'on voudra. Je m'intéresse bien entendu au schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche et semble-t-il de l'innovation menée par la région Aquitaine. Je m'intéresse aux presses, à la NUB et autres gags du même ordre et des choses. C'est innommable. C'est absolument innommable. Et donc la rencontre entre les transformations paradigmatiques et la construction sociétale française est pour moi historiquement mortelle pour la société française dans les années qui viennent, si elle n'est pas capable de faire une vraie révolution de la représentation de sa construction institutionnelle. Alors après, on peut discuter, hein. Il faut multiplier les mandats parce que ça permet d'être à la fois dans sa ville et à Paris, et puis il faut aussi être dans sa ville, à Paris et à Strasbourg, parce qu'il y a le Parlement européen, mais avec tout ça, en fait, on a une déperdition d'efficacité collective qui est absolument fantastique et qui probablement permet de comprendre pourquoi la France est un des pays qui a le plus de difficultés à s'adapter aux transformations paradigmatiques telles que je l'ai évoquées. Alors là-dessus, j'ai envie de vous renvoyer de nouveau à deux ouvrages qui viennent de sortir. L'un, c'est que j'ai présenté à certains d'entre vous, qui est celui d'Alain Beneteau et Louis Mallet sur les régions françaises la région française au milieu du gué, qui est vraiment un ouvrage destructeur sur ce qu'est la construction historique des régions en France, dans le millefeuille que j'ai évoqué. Et puis, d'autre part, le bouquin qui vient de sortir donc, de Emmanuel Todd et de Hervé Lebras, hein, qui s'appelle « Le mystère de la France », qui, d'une certaine façon, étudiant les territoires qui s'en sortent aujourd'hui face justement à la transformation de paradigme, montre que, à leur grande surprise, ce sont les vieux territoires les plus conservateurs de la France de la périphérie, les fameux territoires dans lesquels les catholiques ont fait de la résistance à la Révolution française, qui d'une certaine manière s'en sortent le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que tous leurs travaux, mesdames, messieurs, s'appuient sur des technologies de la géographie qui cassent les outils traditionnels des référents géographiques pour arriver à constituer des statistiques à des niveaux fins et à reconstruire les éléments de référence avec justement ces niveaux réagencés. Et là, on voit bien comment, du point de vue scientifique, dans les sciences humaines et sociales, comme dans les autres disciplines, l'instrumentation devient un élément de la production
de la connaissance scientifique, ce qui veut dire que nous ne sommes pas étrangers à ce qui existe dans les déplacements chez les autres. Merci. Alors, il me reste 3 éléments. Le premier élément, dans quelques instants, les étudiants et étudiantes vont s'exprimer. Le second élément, remercier quand même d'emblée, au nom de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, tous les partenaires, donc les 3 partenaires régionaux, l'ensemble des participants, bien entendu les 2 concepteurs scientifiques, souligner en même temps qu'un petit peu de propagande pour la MSHA, mais pas que pour la MSHA. Je sais que Luc Pabeuf est également éditeur. Il y a l'escale du livre ce soir, il y a des stands, et demain et dimanche aussi, et après-demain, l'escale du livre, où vous retrouverez bien entendu en concurrence avec d'autres, concurrence dans l'objet local du pavillon d'espace du livre, les publications de la Maison des sciences de l'homme, y compris les publications avec Yannick Lung sur les programmes, les logiques spatiales et trajectoires de l'innovation. Sur ce, je pense que les étudiantes et les étudiants au sens du master veulent s'exprimer. Exactement, donc du coup nous sommes le groupe d'étudiants du master de communication publique et politique pour la moitié de l'ISIC Bordeaux 3 et pour l'autre moitié de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Alors nous voulions d'abord remercier M. Cormeret de nous avoir permis de travailler sur ce projet. Ensuite Mme Guillaume et Mme Rigoni qui sont les responsables de nos parcours. Monsieur Charles Giron, donc, qui est là-bas, de nous avoir encadrés tout au long de ce travail, ainsi que les différents partenaires, donc la MSHA, le Césaire, Télécom ParisTech et ADI, et plus particulièrement Monsieur Oliva, donc, qui nous a grandement accompagnés pendant ces quelques mois. Et nous voulons vous remercier à tous d'être venus et nous espérons que ça s'est passé comme vous le souhaitez.